pas à la puissance et à l'autonomie, mais intègre désormais la capacité d'aller de plus en plus vite, quel que soit le terrain, et d'être dépanné dans des délais de plus en plus courts. De la même manière, les performances des canons, des munitions et des poudres, et des blindages et surblindages évoluent régulièrement dans cette compétition ancestrale entre le glaive et la cuirasse. Désormais, les chars disposent de systèmes d'observation qui permettent un tir plus précis de jour et de nuit en roulant sur un objectif qui est lui-même mobile. Ils sont progressivement équipés de détecteurs de menaces qui complètent l'action de l'équipage de façon automatique. Car les chars sont devenus des objets connectés du combat numérisé, équipés de systèmes très élaborés. De fait, les blindés sont aujourd'hui présents sur tous les théâtres d'opération où la France est présente. En Afrique, au Moyen-Orient et en Europe de l'Est. Ils y opèrent au sein des forces françaises ou alliées en totale symbiose. Ainsi, le char est devenu omniprésent sur les zones de conflit, comme le montre l'actualité de l'Ukraine ou du Proche-Orient. Mais le cœur du système reste plus que jamais l'équipage, qui tire le meilleur de ces technologies de pointe pour s'engager dans la mêlée avec courage et audace. Les cavaliers blindés se trouvent ainsi au cœur d'un nouveau combat connecté avec la transformation Scorpion, qui va faire évoluer profondément les capacités tactiques de l'armée de terre dans les années qui viennent. Ce 170e carrousel est une occasion... Mais les Allemands contournent le solide dispositif français par les Ardennes. Appuyés par la puissance de leur concentration d'artillerie, de leurs moyens de franchissement et de leur aviation d'assaut, plus de 1000 chars allemands traversent un endroit considéré comme difficilement franchissable. Face à cette ruée, les Français, avec héroïsme, infligent de lourdes pertes à l'adversaire, grâce notamment à la qualité de leurs chars, à leur combativité. Et c'est ainsi que le village de Stone est pris et repris 17 fois en 4 jours, et que les cadets de Saumur bloquent pendant 48 heures un ennemi 20 fois supérieur en nombre et beaucoup mieux équipé. Nous vous les présenterons l'année prochaine à l'occasion de leur 80e anniversaire. Mais aussi malheureux soit-il, les soldats français sont submergés par la manœuvre et la concentration des unités blindées allemandes. En effet, en généralisant les postes radio dans les blindés, l'arme blindée allemande est la première à mettre en pratique les nouveaux concepts tactiques élaborés dans les années 30 par des théoriciens comme le britannique Basil Liddellart ou le français Charles de Gaulle, celui-là même qui lance son appel visionnaire du 18 juin 1940. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. À l'été 44, ils sont prêts. En août, la 2e division blindée du général Leclerc rejoint les Alliés qui combattent en Normandie depuis 2 mois. Et 2 semaines plus tard, la première armée française du général Delaune participe au débarquement de Provence avec les forces américaines. Tirant ainsi toutes les leçons de la campagne de France, puis de celle d'Afrique du Nord et d'Italie, ils exploitent pleinement les performances de leur nouveau matériel livré par les Américains. Pour la reconnaissance, ils disposent du char léger Stuart et de l'automitrailleuse AMM-8. Le M3 Stuart
faiblement armé d'un canon de 37 mm mais très rapide. Ce char de 12 tonnes peut en effet atteindre la vitesse de 60 km/h. L'automitrailleuse AMM-8 est équipée du même canon. Équipant les unités de reconnaissance, elle sera encore en service dans l'armée française lors des guerres d'Indochine et d'Algérie. Avec sa tourelle ouverte, le chasseur de chars TDM-10 fait jeu égal avec le canon allemand de 75 mm, mais restera trop faible contre le blindage des Panthères et les Tigres allemands. Ce chasseur de chars de 30 tonnes peut atteindre 50 km/h. Pour l'anecdote, Jean Gabin était pilote de ce type de char. Ayant elle aussi bénéficié de matériel américain, l'infanterie est désormais engagée sous blindage grâce au Half-Track, qui servira ensuite en Indochine et en Algérie. Les 8 et 9 août, les 16 000 hommes du général Leclerc, organisés en groupements tactiques qui regroupent des fantassins, des sapeurs et des artilleurs autour des cavaliers, s'emparent d'Alençon. Dans le camp allemand, l'heure est à la défense. Chaque bosquet, chaque haie du bocage est utilisé pour tendre des embuscades meurtrières. Les Panthères s'y révèlent comme l'un des meilleurs chars de la guerre. Il est bien protégé, dispose d'un excellent canon et d'optiques de tir très performants qui lui permettent d'engager ses objectifs à très grande distance. Malgré un moteur de 700 chevaux, ces 45 tonnes limitent toutefois sa vitesse à 45 km/h sur route et 20 km/h en tout terrain. Des éléments légers de reconnaissance et l'infanterie des Panzer Grenadiers complètent le dispositif défensif. Le principal char de combat des Alliés est le célèbre Sherman M4, qui aura connu de très nombreuses versions. Celles qui évoluent devant vous sont le M4 75 mm et le M4 76 mm, avec son canon britannique plus gros et plus puissant, capable de percer certains blindages allemands. Alors que la 2e DB déborde par le sud et prend les Allemands en étau, les Polonais au nord coupent leur retraite et les enferment dans la poche de falaises. Pendant plusieurs jours, la 1re division blindée polonaise fait face aux vagues successives des unités allemandes en retraite. Ils résistent aux assauts les plus furieux. Ce sont aujourd'hui des équipages de chars de la 10e brigade de cavalerie blindée polonaise, héritière de la 1re division polonaise, qui arment les 2 Sherman qui se présentent devant vous sous vos applaudissements.
planification de l'état-major allié. Dans le camp d'en face, la trouée de Belfort concentre désormais tous les efforts. C'est la porte de sortie des troupes allemandes encore sur le sol français. Les combats redoublent d'intensité. Au début du mois d'octobre, le maréchal des logis Émile Lalinde, du 5e régiment de chasseurs d'Afrique, écrit à ses parents. Mes chers parents, le rétablissement des communications me permet enfin de vous écrire, après toutes ces années sans nouvelles. Depuis mon passage rapide à la maison le mois dernier, nous avons atteint la région de Belfort et désormais les combats sont plus durs. D'abord, les chemins défoncés ont ralenti notre progression, puis des mines, partout, nous ont obligés à attendre à découvert que les camarades du 88e génie ouvrent l'itinéraire. Ils ont fait de leur mieux, travaillant jusqu'à la nuit, mais mon M3 Stuart a tout de même sauté sur une de ces saletés. Le lendemain, le reste du peloton, sur M4 Sherman et TDM-10, est parti appuyer les fantassins avant l'assaut de la colline de Ronchamp. Même devant Autun, je n'avais jamais vu un tel déluge de feu s'abattre au même endroit. Je me demande comment les Allemands peuvent encore résister. Je pense aux histoires d'oncle Pierre qui nous racontait sa peur de l'artillerie allemande quand il devait sortir de la tranchée du chemin des Dames. Dans le gris du crépuscule, on a vu des formes au sommet. Et puis, à la radio du capitaine, on a appris que les gars du 1er Zouave ont réussi à s'emparer de la colline. Le peloton s'est redéployé pour couvrir l'infanterie et on a soudain entendu le chef Maul qui à la radio. Il venait d'embourber son char dans les tournières. Dans d'autres circonstances, on aurait bien ri, mais là, on redoutait qu'il ne puisse plus manœuvrer en cas de contre-attaque des Allemands. Elle est arrivée le lendemain, très violente, appuyée elle aussi par l'artillerie. Nous nous sommes redéployés pour les contenir, mais leur infanterie, beaucoup plus nombreuse, a commencé à s'infiltrer. Il a fallu 2 jours pour les repousser complètement. Et heureusement que le 68e d'artillerie a donné tout ce qu'il avait. Nous allons bientôt pouvoir descendre de l'autre côté des crêtes et libérer l'Alsace. Je vous embrasse bien fort. Finalement, la chevauchée ne reprendra pas aussi rapidement. Le maréchal des logis Lalinde n'entrera dans Belfort que le 22 novembre et Mulhouse ne retrouvera le calme qu'en janvier 1945. Pendant ce temps, plus au nord, la 2e DB du général Leclerc poursuit sa progression. La 2e DB du général Leclerc entre le 19 novembre à Sarrebourg, franchit les Vosges par une percée audacieuse et entre dans Saverne le 22. Ainsi pris à revers, le dispositif défensif allemand de Phalsbourg se rend le 23. Voyant Strasbourg à portée de main, le général Leclerc relance l'action en direction de la capitale alsacienne. Quelques jours plus tard, on entend sur les ondes Tissu et dans Yod. Ce qui signifie que le capitaine Rouvillois de la 2e DB est dans Strasbourg avec ses Sherman qui se dirige vers le pont de Kiel. Le 25 novembre, la ville est libérée. Le drapeau tricolore est hissé sur la cathédrale. Le serment de Kufra est tenu. Pour mouvoir ces 18 tonnes, il commence à être à bout de souffle.
1958, je suis promu maréchal des logis et affecté au 2e escadron du 3e régiment de chasseurs d'Afrique. Qui se relève sur la route, il passe partout en tout cas. La tourelle est équipée d'un canon de 75 mm et de 2 mitrailleuses. En plus, chaque pilote dispose d'une mitrailleuse de 7,5 mm sous le volant. Le quotidien est fait de patrouilles à travers toute la région, avec les fantassins et les gars du génie, et aussi avec les hélicoptères. La rapidité de nos EBR permet de boucler au plus vite les lieux où des rebelles sont décelés. Ensuite, nous communiquons par radio les positions ennemies et amies, ainsi qu'une zone à proximité où les hélicos peuvent déposer du gaz d'infanterie. Une fois posés, ils ratissent la zone. La puissance de feu des EBR permet de les appuyer en cas d'accrochage. La garde sur la frontière entre l'Algérie et la Tunisie est animée. Les rebelles nous harcèlent ou tentent de s'infiltrer à travers les réseaux. L'escadron apprend à combattre à pied. Patrouilles et embuscades de nuit deviennent notre pain quotidien. Les gars du 1er escadron, eux, sont en réserve d'intervention et gardent donc leurs EBR. Enfin, les tout nouveaux AMX-13 arrivent. Sa tourelle est armée avec un canon semi-automatique à barillet qui peut tirer les obus d'apparence de 75 mm. Ce système permet d'économiser un membre d'équipage pour recharger le canon. Il me plaît bien ce chasseur de chars. Il est léger, furtif, rapide. Et quelle puissance de feu! La guerre d'Algérie aura marqué un tournant dans la cavalerie française pour 2 raisons. Tout d'abord, elle a vu la remontée en puissance de l'industrie de soviétique, dont d'excellents blindés, rustiques et très fiables. Autour des derniers T-34, chars illustres de la Seconde Guerre mondiale et toujours employés par certains pays du pacte de Varsovie, vous pouvez d'ailleurs apercevoir le transport de troupes BTR 152. Du côté occidental, les forces des pays de l'Alliance Atlantique s'entraînent ensemble. 18 août 1972, Stettin, République fédérale d'Allemagne. Mes chers parents, depuis que j'ai quitté la maison pour faire mon service, je suis toujours aussi impressionné par ce que je découvre. J'ai été affecté au 1er escadron du 3e régiment de dragons. J'ai tout d'abord été formé sur le nouveau char que le régiment vient de recevoir. Je suis maintenant pilote d'un AMX-30, un char de combat de 2e génération, 100% français. Il paraît qu'il a été construit à plus de 3500 exemplaires et que les pays amis nous en réclament. Je parie que performant comme il est, on le gardera plus de 30 ans. L'autre soir, j'en ai discuté avec des gars d'autres régiments. Ils ont très astucieusement conservé le châssis de mon char pour l'adapter à leur spécificité. Les mécanos lui ont fixé un bras pour le dépannage. Les artilleurs sont en train de tester un nouveau concept. Ils lui ont ajouté une casemate et l'appellent AUF1. Il s'agirait d'un système d'artillerie sol-sol équipé d'un canon de 155 mm à grande cadence de tir et d'une portée de 25 km. Ils espèrent que la UF1 sera rapidement opérationnelle. Il paraît même que certains ont adapté un système de missiles solaires à partir d'une structure un peu plus grande que celle de mon AMX-30, qui abriterait un radar qui peut détecter n'importe quel avion jusqu'à 16 km et 2 tubes de lancement, avec un rechargement automatique jusqu'à 8 missiles. Il s'appelle le Roland. Je pense que mon service se passe vraiment bien. Il y a tant de choses à découvrir. Je me sens vraiment utile ici. Je vous embrasse. « 12 septembre 1973, Baden-Baden, République fédérale d'Allemagne. Chers parents, voilà déjà un peu plus d'1 an que je suis en garnison en Allemagne. L'hiver en forêt noire est toujours aussi froid, mais heureusement, les Allemands sont très chaleureux et accueillants. Nous rentrons tout juste d'un exercice dans la région de Baden-Baden. Ça a duré 3 semaines.
Nous devions reconnaître des routes, nous emparer de fermes où le camp adverse avait installé des lignes mitrailleuses ou encore débusquer leurs chars dans les sous-bois. Avec nous, les gars de l'infanterie faisaient du bon boulot. Ils avaient leur M113 américain, mais à 11 dedans, ils avaient quand même l'air un peu serrés. Ils m'ont expliqué que leur blindage avait été allégé afin de le rendre aérotransportable. Ils ont l'air d'en être contents. L'exercice s'est bien déroulé et nous avons gagné. Le dernier jour de l'exercice, nous avons participé à un challenge de tir en char avec mon AMX-30B. C'était très impressionnant. Il y avait plein de pays représentés. Je crois que tous ceux de l'OTAN étaient présents. Le but du challenge était de parcourir le plus rapidement possible un itinéraire très technique avec beaucoup de boue, du sable et des marécages. Régulièrement, les objectifs apparaissaient et il fallait les décrire le plus vite possible. Au premier tour, nous étions en compétition avec le char anglais Challenger. En tourelle, le maréchal des logis a eu beaucoup de mal à suivre le rythme des tirs, car les Anglais ont un canon de 120 mm stabilisé. Heureusement, j'ai réussi à le doubler avant la ligne d'arrivée. Le maréchal des logis était content et il a dit que cette victoire était grâce à moi. Ensuite, nous avons été défiés par le char Léopard, allemand. Lui aussi possède un canon de 105 et un équipage de 4 hommes, mais son moteur d'une puissance de 830 chevaux lui permettait d'atteindre plus de 65 km/h. Et là, je n'ai rien pu faire. Ils ont gagné le challenge. Mais la prochaine fois, on les aura. J'espère pouvoir rentrer à Noël si nous ne sommes pas d'alerte et je vous embrasse. « 27 octobre 1975, région de Magdebourg, frontière avec la République démocratique d'Allemagne. Mes chers parents, j'ai été promu brigadier. Il y a maintenant un mois, l'escadron a été déployé sur le rideau de fer en face de l'armée rouge. La semaine dernière, nous avons vu leur tout nouveau char, un T-72. Il est armé d'un canon de 125 mm. Le lieutenant nous a dit qu'il pouvait atteindre les 60 km/h malgré ses 44 tonnes et avait une autonomie de 700 km grâce à des barils largables. En plus, il était accompagné de leur infanterie sur MTLB. Celui-là, je ne vous en avais pas parlé la dernière fois. Ils ont réussi à créer une sorte de char pour les fantassins. Très mobile et bien protégé par le blindage, il a des meurtrières sur le côté pour tirer. Lors de la dernière instruction à l'escadron, le capitaine adjoint a même dit qu'il était amphibie et pouvait évoluer en atmosphère contaminée. Plus loin, j'ai pu apercevoir ce que je n'avais encore jamais vu, les unités d'appui de l'armée rouge, en particulier son artillerie. L'officier renseignement de l'escadron m'a ensuite confirmé qu'il s'agissait bien de 2 S1. Ce sont des canons d'artillerie de 122 mm montés sur des châssis de chars. Ils peuvent tirer jusqu'à plus de 24 km de leur position. Il y en avait des dizaines juste derrière la frontière. Mais j'ai surtout été attiré par un autre véhicule, le ZSU 23-4. C'est un système d'armes anti-aérien guidé par radar et muni de 4 canons de 23 mm. C'était assez impressionnant. Heureusement qu'avec tous les pays de l'OTAN en face d'eux, ils ne risquent pas de s'aventurer en Allemagne de l'Ouest. Mon service arrive à son terme à l'été. J'ai vraiment hâte de vous retrouver pour vous raconter en détail toutes ces aventures. Mon seul regret sera de quitter mes camarades. Je vous embrasse. À très vite.
Madame la ministre, mesdames et messieurs, depuis la fin de la guerre froide, Là, j'ai un pick-up 4x4 pour effectuer ses patrouilles dans la zone d'engagement. Un T-72, char russe des années 70, armé d'un canon de 125 mm, très répandu dans tout le Moyen-Orient et très utilisé dans le conflit ukrainien, se tient près de 2 km en arrière, à portée de son canon et prêt à intervenir en renfort. Les conflits irakiens et syriens ont en effet vu les différentes milices qui ont fait allégeance à Daesh utiliser les chars capturés dans tous les combats, en terrain ouvert et en zone urbaine. Les premiers éléments de renseignement tactique vont à présent se déployer pour préciser le contact et faciliter l'engagement de l'échelon de combat. Face à vous, un véhicule blindé léger du 2e régiment de hussards composé de 3 membres d'équipage. Qu'ils soient chefs ou adjoints de patrouille, pilotes ou observateurs, ces combattants spécialistes de la recherche, de l'infiltration et du camouflage sont aptes à renseigner sur des objectifs à haute valeur ajoutée et, le cas échéant, à guider une frappe aérienne. Grâce à des moyens d'acquisition et de prise de vue spécifiques, ainsi que des capacités de transmission longue portée, ils offrent à l'armée de terre une capacité de renseignement indispensable au bon déroulement des opérations. Derrière, un Fennec du 291e Jäger Bataillon de la brigade franco-allemande, engin de reconnaissance allemand, complète le dispositif de surveillance face aux objectifs. La brigade franco-allemande fête en effet son 30e anniversaire cette année et vient de participer au défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées. Le déploiement de troupes au sol ne peut se faire sans appui d'artillerie, à une trentaine de kilomètres en arrière de la future zone des combats. Un César, canon automoteur de 155 mm, vient prendre position pour parer à toute menace. Particulièrement puissant et précis, le César peut traiter des objectifs à 38 km de distance. Il a été très employé en appui des forces irakiennes lors de la bataille de Mossoul en Irak, dans la lutte contre Daesh, mais aussi en Afghanistan et au Mali. L'artillerie met également en œuvre le lance-roquette unitaire qui tire à 70 km avec une précision décamétrique. Aujourd'hui, tous les moyens de combat sont interconnectés par ce que l'on appelle la numérisation de l'espace de bataille. Avec le programme Scorpion qui arrive, ces équipements vont effectuer un nouveau bond technologique et ainsi faire évoluer profondément les capacités tactiques de l'armée de terre dans les années qui viennent. Le renseignement donné par la patrouille du BBL français et du Fennec allemand permet de guider la cavalerie sur ses premiers objectifs. Le combat du cavalier blindé est un combat de contact mobile associé à la puissance de feu, à la protection et aux capacités de communication et d'acquisition des blindés actuels. Servi par 4 membres d'équipage, la MX-10RC est un char de reconnaissance léger à roues armé d'un canon de 105 mm dont la portée s'élève à 2 km. Sur un objectif mobile, le Leclerc reste l'un des meilleurs chars au monde. Il est servi par 3 membres d'équipage qui en font une redoutable bête de combat. Le Leclerc est ici habillé par un Léopard 2 A7 provenant de l'école du combat blindé allemande de Münster, avec laquelle l'école de cavalerie est en partenariat.
TDP. Blindé ennemi et un élément blindé déborde largement la zone des combats pour couvrir la sécurisation de la zone. Le chien vient de déceler la présence d'explosifs dans les caisses laissées dans le poste de combat abandonné. Ces explosifs peuvent être piégés. Les experts du génie sont alors appelés pour évaluer la situation. Vous pouvez apercevoir un mini-robot de reconnaissance et d'intervention qui aide les sapeurs dans leur reconnaissance grâce à sa caméra. L'engin blindé du génie va maintenant enlever l'obstacle obstruant la route pour retrouver la liberté de circulation dans la zone. Le génie aide au déploiement en facilitant la mobilité de nos forces par des actions de déminage et de franchissement de cours d'eau. Il entrave également les actions de déplacement de l'ennemi par la pose d'obstacles. Le génie agit aussi dans d'autres domaines tels que l'aide à la population ou les travaux d'infrastructure. L'équipe qui est devant vous vient de l'école du génie d'Angers. Dans le poste de combat, des bidons suspects laissent présager de la présence de produits toxiques. Une équipe du 2e régiment de dragons de Fontevraud, spécialisée dans ce type de dépistage, doit être dépêchée sur place pour l'identification. Le 2e régiment de dragons est la seule unité spécialisée de défense nucléaire, radiologique, biologique et chimique de l'armée de terre.
petit scénario dont vous avez bien compris le caractère